est dans un métier d'art, un métier manuel, où il y a toujours meilleur que soi. Allons voir celui que l'on pense être le meilleur pour pouvoir évoluer. C'est comme ça. Même moi, à mon âge, je suis très curieux de ça. J'en apprends encore avec des jeunes. Il y a des jeunes qui ont des façons de faire, qui ont des façons de voir les choses, même dans le certi, qui sont, voilà, pourquoi pas. En fait, il ne faut rien se refuser. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Éric Maille est sertisseur depuis 40 ans. Pierres de toute taille, gemmes de toutes couleurs, de toutes valeurs sont passées entre ses mains méticuleuses et précises, son œil avisé et artistique. Nous le retrouvons à l'atelier de l'objet, pas loin de la place Vendôme à Paris, où, quand il n'est pas dans son propre atelier qu'il a créé il y a 3 ans, il retrouve avec plaisir tous les autres métiers qui font le bijou. Ça, c'est des fleurs en saphir, de savorite et puis diamant, avec un gros diamant taille émeraude au milieu. C'est une montre. Donc là, avec le marteleur, je vais vérifier s'il n'y a pas de pierre qui bouge. Je suis sertisseur en joaillerie depuis 40 ans et j'ai ma petite société, l'atelier du Cara, depuis maintenant 3 ans et demi. 40 ans que vous faites ce métier ? Oui, j'ai commencé en 1980, 3 ans d'apprentissage. Après, dans une société, et puis c'est parti. J'ai fait diverses sociétés. Et finalement, pour ouvrir votre propre boutique. Et avant, j'ai fait 17 ans dans une grande marque de la joaillerie. Pour ne pas la citer, Cartier, j'étais responsable du Certi. Ça change quoi, juste avant qu'on parle du métier, ça change quoi d'être dans une grosse boîte et d'être tout seul après dans ce métier-là ? C'est toujours l'expérience d'une grosse société, toujours importante pour le mode de fonctionnement, pour les pièces, pour le prestige. La maison Cartier, c'est quand même une maison de prestige. Et ça nous apprend beaucoup de choses, la façon de gérer les pièces, la qualité. C'est des maisons de prestige qui demandent une haute qualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le métier de sertisseur ? Alors le métier de sertisseur, c'est le métier qui consiste à mettre les pierres sur les pièces. C'est-à-dire que le joaillier fait la forme, les différents bâtés, les différents chatons, les différents types de sertis, et le sertisseur, lui, met les pierres qu'on lui confie sur la monture. Alors, la différence, c'est qu'une pierre, ça casse, et que... on n'a pas trop le droit à l'erreur. Le sertisseur, c'est l'art de sertir les pierres avec le moins de métal possible. Faites sertisseur en joaillerie. Donc un chaton, on peut le refaire quand il est en fonte. Une pierre qui a 4, 5 ou 10 carats, on n'en refera pas, on ne va pas retrouver une autre. Rappelez-nous ce qu'est un chaton. Un chaton, c'est généralement 4, 3 ou 6 petites griffes qui servent à tenir une pierre. C'est très ajouré en dessous. La pierre n'est pas enfermée, c'est très aérien. Donc, vous avez pris un métier à risque, finalement, quelque part. Quelque part, oui. On a déjà toujours un petit peu une pression, entre guillemets, de faire la pièce assez vite, parce que derrière, il y a d'autres métiers derrière nous. Et puis, on a une pression aussi sur le fait de pas casser la matière. Donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Ça vous est déjà arrivé ? De casser ? De casser une grosse pierre, je touche du bois, non. Des petites, quand on fait différents types de sertis, ça peut malheureusement arriver, surtout, ça arrive dans les diamants très peu, mais surtout dans les pierres dites de couleur. Et alors là, quand ça vous est arrivé, vous étiez... On n'est jamais très content, donc il faut avertir le client, et donc on n'est jamais très content de ça. Mais dans les petites pierres, ça va, il y a assez de réassort. Comment ça se passe d'ailleurs, le passage entre guillemets de la pierre ? C'est le client qui vous l'apporte ou... Alors, il fut un temps où, dans les années début du siècle dernier,
On amenait la pièce au sertisseur et le sertisseur avait un échange avec le créateur et achetait les pierres et fournissait les pierres. Ça, depuis quelque temps, ça ne se fait plus. Ce sont les clients et les grandes maisons qui amènent leurs pierres parce qu'ils sont très exigeants sur la qualité de leur matériel et de leur matière. C'est une matière généralement assez unique. Donc c'est eux qui apportent les pierres. Généralement, ils apportent un petit peu plus de pierres parce qu'ils savent qu'il peut y avoir un phénomène, un risque de casse quand c'est des petites pierres. Voilà. Mais normalement, maintenant, ce sont les pierres, c'est le client qui amène sa pierre. Racontez-nous, parce que si ça fait 40 ans que vous faites ce métier, il a dû peut-être un peu changer, même si c'est quand même un métier très de patrimoine, d'artisanat. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sertisseur? Alors, on n'est pas sertisseur par hasard. Mon père est dans la joaillerie, enfin était dans la joaillerie. Ma femme aussi était dans la joaillerie. Moi, je suis tombé dedans parce que depuis tout petit, j'ai vu toujours mon père travailler à l'établi et puis je côtoyais les autres corporations, les autres métiers de la joaillerie. Et le métier de sertisseur m'a assez plu. Donc, tout de suite, ou vous avez mis du temps d'abord à j'ai y mis arriver? un petit peu de temps parce que c'est pas un métier qui d'abord qui est très connu. Hein. Le mot sertisseur, c'est pas quelque chose qu'on entend familièrement. Hein, comme polisseuse, comme lapidaire, joaillier ou bijoutier, c'est quelque chose d'assez courant. Sertisseur, non. Donc j'ai vu des sertisseurs qui travaillaient avec mon père une fois, deux fois, et j'ai posé plein de questions parce que c'est des métiers où il faut être curieux. Pour apprendre un métier, il faut être curieux, poser des questions. Donc la personne à qui je posais des questions est devenue d'ailleurs mon maître d'apprentissage et c'est comme ça que la passion est née, parce que c'est une vraie passion. On n'est pas sertisseur par hasard, on est sertisseur souvent par passion. Et la passion perdure? Et la passion perdure. Et la passion, j'ai transmis à mon fils, qui lui est sertisseur aussi, maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vraiment quelque chose de familial. Familial, exact. Et du coup, vous avez votre entreprise avec votre fils ou... Non, mon fils a sa société, qui s'appelle l'Atelier du Précieux. Et moi, j'ai la mienne, qui s'appelle l'Atelier du Carme. On est dans l'atelier. On est dans l'atelier, on reste dans l'atelier. C'est quelque chose qu'on aime bien. Le mot atelier, on est vraiment des ateliers, quoi. C'est l'ambiance atelier, c'est l'artisanat. C'est un métier d'art, hein. Le métier de sertisseur est un métier d'art. Comment on s'engage vers ce métier de sertisseur et comment on se forme? Pour vraiment connaître ces métiers-là, il y a des journées portes ouvertes qui sont à la Haute École de Joaillerie au 58 rue de Louvre, là où j'enseigne aussi d'ailleurs à des élèves. Je transmets aussi ce savoir, parce que après nous, c'est pas la fin du monde. On a un savoir que moi je tiens de mon maître d'apprentissage, qui lui tient de son maître d'apprentissage, qu'on tient à transmettre. Ça, c'est très important dans le métier d'artisan, hein, la transmission. Oui, parce qu'il y a des types de sertissage qui ne se font plus, mais que l'on transmet quand même, parce que ça reviendra sûrement un jour, parce qu'on a un type de serti qu'on appelle, nous, le serti dressé. C'est peut-être un mot barbare, mais c'est un type de serti qui était fait au départ dans les années 30, 40, 50, et qui est revenu maintenant depuis un certain temps, depuis une petite dizaine d'années, qui revient. C'est-à-dire plus visible, non, c'est pas ça, les fameux chatons plus visibles? Oui, c'est un mix entre le serti-grain et puis le serti-griffe. Il faut que vous nous expliquiez quand même. En fait, on a des outils dans le sertissage qui sont à peu près les mêmes que les outils de graveur. Voilà, un sertisseur, il doit savoir un petit peu faire de gravure. Quand j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait pendant la première année, j'ai fait beaucoup de gravures, beaucoup de maniements d'échoppe. Hein, c'est des outils en acier qui servent comme le graveur, à graver dans le métal. Donc il faut d'abord travailler le métal, il faut d'abord enlever du métal, préparer l'emplacement de la pierre, ajuster la pierre et dégager le métal autour de façon à ce que cette pierre soit le mieux mise en valeur, sans pour autant l'étouffer avec le métal. C'est vraiment le travail de base du sertisseur. Après, on a différents types de sertis. On a le serti grain, c'est la majeure partie des bijoux que vous voyez. Vous avez des petites pièces de forme ou plates avec généralement plusieurs pierres autour et puis des petits points entre les pierres, ce qu'on appelle les grains. D'accord, donc là il n'y a pas le chaton là finalement, c'est ça. Et puis après vous avez le serti griffe dont on a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Voilà. Donc là comme ma bague, Voilà. comme une bague de fiançailles. On a le serti, ce qu'on appelle martelé. C'est-à-dire que généralement, c'est des petites sertissures ou quoi. C'est les premiers types de sertis qui ont été faits, hein, quand on revient sur l'histoire un petit peu du sertissage. Le premier type de serti, c'était du serti dit rabattu. Vous avez ces trois grandes familles, et ces trois grandes familles peuvent se mélanger après. Je ne dirais pas que c'est un peu infini, mais presque, le sertissage.
Une fois qu'on marie et qu'on a maîtrisé ces 3 familles, on arrive à faire des choses. Charge à nous après, en tant que certisseur, de bouger un petit peu dans une société. C'est ce que j'ai dit à mes apprentis, bouger un petit peu de façon à vous faire la main. C'est une sorte de compagnonnage presque. Voilà. L'avantage du certisseur, c'est qu'il peut bouger de société en société. Et il apprendra quelque chose de nouveau à chaque fois, il de différent. apprendra quelque chose de nouveau à chaque fois, parce que chaque client a son type et sa finition de certissage. Que ce soit toutes les maisons de Place Vendôme. Après, pour les gens qui regardent en vitrine, ok, c'est joli, c'est des très beaux bijoux, mais nous, en tant que professionnels, on voit bien que chaque griffe a sa petite patte, sa petite finition, aussi bien joaillière qu'au niveau du certi et du poli aussi. Vous qui travaillez justement à quelques mètres de la Place Vendôme, parfois vous allez vous faire une petite séance de vitrine pour voir si c'est bien fait. Oui, souvent. Donc, comme on est à côté, on en profite. On va se promener, on va faire du lèche-vitrine et puis on regarde. C'est toujours intéressant de rester dans le goût, dans le sujet. Et du coup, vous voyez certaines de vos pièces, je suppose? Oui, quelquefois, oui. C'est toujours valorisant, ça. On les voit aussi... et avec Internet, maintenant, on les voit aussi sur Internet. Sur le cou ou le bras d'une grande star ça peut arriver. Il est arrivé ici, alors confidentiellement parlé, j'ai pas le droit de le dire. Oui, il y a des stars, pour ne pas les citer, américaines, qui ont des bagues que j'ai serties, oui, bien sûr. Ça vous fait plaisir? Oui, bien sûr. En fait, on a une devise un peu en certis, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Mais on est fiers, mais on n'aime pas qu'on dise que c'est nous. Le fraisage, se faire ajuster une pierre, à travailler le métal, à préparer, à faire des finitions. C'est très dentiste, ça. C'est les mêmes moteurs que les prothésistes dentaires. Les mêmes fraises aussi. Expliquez-moi, est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'un bijou? Là, on a une boucle d'oreille avec des diamants, c'est ça? À quel moment le joaillier va venir vous voir? Comment ça se passe, ce passage de relais, quoi? Le joaillier va créer sa pièce sur ordinateur, parce que maintenant c'est beaucoup comme ça, avec la CAO. Et il va faire ce qu'on appelle sa mise en pierre, positionner ses pierres sur la pièce. Et si lui il a un souci, il viendra me demander en disant voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai fait ça, est-ce que c'est assez épais? Est-ce que la pierre va dépasser? Est-ce que tu as assez de métal pour faire le truc? Est-ce que tu vois les pierres plus grosses ou plus petites? Voilà. Ou alors il va poser un petit système en dessous, le système pour pincer l'oreille. S'il y a des pierres dessus, et il y a des clients qui demandent à pas voir par transparence le système, est-ce que ça va se voir? Comment on peut faire? Voilà, c'est un échange permanent où moi j'ai peut-être des solutions dans mon métier et où eux aussi, ils ont des interrogations. C'est pas que verbal, c'est aussi manuel. Mais à un moment, ils vous refilent le bébé, j'allais dire. Une fois que la pièce est terminée en joaillerie et qu'ils ont fini leur partie, après c'est moi qui l'assertis. Donc ils viennent avec la pièce, ils viennent avec les pierres. Si moi j'ai pas eu d'échange avec la personne, la création ou eux font le relais. Voilà, parce que quelquefois il y a création, joaillerie sertie. Après, il peut y avoir aussi création certi, ça dépend des clients. Ça. Donc, eux me font le relais par rapport à la demande client, parce qu'on peut avoir des demandes spécifiques pour la finition, l'aspect, ou même quelquefois la couleur. Parce que dans une même pierre, sur un saphir, on peut avoir des clairs et des foncés. Quelquefois, on a des lots. Donc, on dit qu'est-ce que le client veut? Le client, il veut plus une variante sur les clairs. Donc tu vires tous les foncés. Donc l'échange il se fait là-dessus. Attention à cet endroit-là, j'ai mon système. Enfonce pas trop tes pierres. Donc voilà, c'est le chaton, tu me le fais, la pierre, tu me la descends un peu plus basse ou un peu plus haute. Enfin voilà, c'est. Et ça prend combien de temps là, par exemple, pour cette boucle d'oreille là? Qui est assez grosse quand même. Avec 400 pierres comme ça, on va mettre une bonne semaine de sertie. Ouais, 8-10 heures par jour. Pierre par pierre. À la limite, on compte pas notre temps. Quelquefois, on va partir à 8h, quelquefois, on va partir à 11h, quelquefois, on va rester la nuit, quelquefois, on vient le samedi, le dimanche. Enfin, voilà. Ah oui, c'est vraiment la passion. Ah oui, le dimanche, on est bien parce qu'on est tranquille.
Il y a moins de bruit. Il y a moins de monde. D'accord. Alors, vous qui êtes devenu formateur également, et vous avez appris il y a donc 40 ans, est-ce que vous avez vu évoluer la chose? Parce que vous me dites, c'est quand même de l'artisanat. On transmet des savoir-faire très anciens, qui datent de l'Égypte. Voilà. Alors, il y a une façon d'apprendre qui évolue un petit peu. Sur l'apprentissage par lui-même, il y a eu une période où c'était une spécialisation de sertissage qui durait un peu 9 mois ou 1 an. On trouvait ça un peu dommage parce que le sertissage, c'est vraiment quelque chose de très vaste, très étendu. Donc maintenant, c'est revenu sur une période de 3 ans. Donc ce qui permet, on a vraiment besoin de ces 3 ans pour former quelqu'un. Alors il y a eu une évolution dans le sens où le matériel a évolué. On a des outils maintenant qui nous permettent, comme la binoculaire, les micromoteurs ou du laser, là, qui nous permet aussi des fois, quand on a un petit dérapage, le sertisseur de combler lui un petit peu, de faire un petit coup de laser pour éviter d'aller voir le joaillier. Mais le serti pur par lui-même existe comme ça depuis maintenant un certain temps. Alors, dans un autre épisode, j'ai rencontré une de vos collègues de ce même atelier de l'objet, Louise, qui me disait le métier de joaillier est de plus en plus féminin, est très jeune. C'est un métier qui a l'air d'avoir du succès actuellement. Qu'en est-il du métier de sertisseur? Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, mais moins qu'en joaillerie. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose de grand public. Vous êtes quand même un élément essentiel du bijou. Pour faire un bijou, de toute façon, il y a le joaillier, le sertisseur et la polisseuse. Et n'oublions pas aussi ces métiers comme le diamantaire et le lapidage. Un bijou, c'est pas une personne. C'est vraiment une chaîne de personnes qui se tiennent et qui font qu'un bijou sort et se crée comme il est. Voilà. Alors, des métiers plus importants que d'autres, non, mais des métiers plus connus que d'autres, oui. D'accord. C'est pour ça que... Et le vôtre, finalement, il n'est pas très connu. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes pour l'instant Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Vous en avez besoin? Oui, avec la Haute École de Joaillerie, il y a vraiment une demande en serti, donc ça fait assez plaisir. En plus, c'est vraiment un beau métier qui marie le minéral et le métal, donc c'est vraiment plaisant, quoi. Le minéral, tout ce qui est pierre, la gémologie, faire un petit peu de gémologie, la connaissance des gemmes, c'est assez vaste. Est-ce que vous avez aussi l'impression... à force de faire des bijoux depuis 40 ans, certes, le serti n'a pas vraiment changé, mais est-ce que le bijou, lui, a changé? Parce que vous l'avez dans la main, quand même, ce bijou. Vous n'êtes pas juste là pour mettre des pierres. Oui. Le bijou a changé avec tous les jeunes créateurs. Là, on est rue du Mont-Tabor. La rue du Mont-Tabor, il y a eu un petit article dans un journal, ça ne peut pas le citer, qui s'appelle Vogue, où la rue du Mont-Tabor, il y a beaucoup de jeunes créateurs. Et l'avantage de ces jeunes créateurs, c'est qu'ils ne se refusent rien. J'ai serti des pierres dans l'aluminium, de l'aluminium, du bois, de l'or, de l'argent. Pour nous, en tant que sertisseurs, il y a une remise en question, ça nous ouvre d'autres horizons, plutôt que, il y a l'or gris, l'or jaune, le platine, certes, c'est des matières précieuses, mais ces jeunes créateurs, c'est ça qui sont très curieux et qui se refusent rien. C'est toujours un challenge un petit peu de se remettre en question pour dire comment je vais faire, comment ça tient. Et quelle est la satisfaction que vous en ressortez à la fin, quand vous voyez la pièce terminée? C'est quelque chose de fabuleux quand on a marié le minéral et le métal et qu'on a quelque chose d'unique comme ça avec tout. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a un métier vraiment d'émotion, un métier d'art. Qui dit métier d'art, dit l'art est une émotion. Donc chaque pièce qu'on fait, c'est une émotion. On ne dira pas qu'on va poser une pierre, ça va être une émotion, mais presque, quoi. Et vous vous rendez compte, quand le produit il est fini, qu'on y a mis des heures, qu'on y a mis tout notre savoir-faire et qu'on voit l'aspect final, c'est une émotion. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un accouchement, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est émotionnellement, c'est très très fort. C'est toujours difficile de mettre un mot sur une émotion. Qu'est-ce que vous allez faire le jour de votre retraite? Parce que vous êtes tellement passionné que... Je pense pas que je prendrai ma retraite. Pour exercer le métier de sertisseur, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.